bienvenue à ce webinaire qui, j'espère, va vous profiter, que vous allez en ressortir avec quelques nouvelles idées, quelques motivations, quelques nouveaux engagements, parce qu'on parle de l'engagement. Donc, comme vous voyez le titre, l'engagement collaborateur à l'épreuve de la nouvelle ère. C'est vrai que nous sommes en train de vivre une nouvelle ère avec ce Covid. Tout a changé. Là, ça fait maintenant, allez, disons, ça fait 1 an. Toutes nos habitudes, tous nos projets, tous nos objectifs, tout a changé. Il a fallu qu'on s'adapte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les entreprises, elles aussi, ont dû s'adapter à cette nouvelle crise, en s'adaptant de la manière de travailler, de collaborer, etc. Mais là, pendant cette adaptation, ils ont essayé tout d'abord de comprendre et d'apprendre à travailler avec cette nouvelle donne, avec cette nouvelle crise. Ce qui n'est pas facile pour la plupart des entreprises. Tout dépend de l'activité où vous êtes, mais tout le monde a été impacté sans exception. Maintenant, c'est clair, les questions que peuvent se poser les entreprises, c'est alors, comment mon personnel va travailler? Comment je peux garder le lien s'il n'est pas présent au bureau? J'avais l'habitude de le voir. Comment garder le lien avec mes collaborateurs? Comment m'assurer que les équipes ne tombent pas dans l'isolement, qu'ils se sentent toujours faire partie de l'entreprise? Quel impact sur la culture de l'entreprise? Et plein d'autres, et bien sûr, comment je peux rester efficient et productif? Donc, toutes ces questions-là, toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, et même au niveau individuel, on se les pose. Et c'est un peu ça ce que nous allons voir, comment on va pouvoir… donc, toutes ces nouvelles donnes que nous vivons vont forcément avoir un impact sur la motivation et l'engagement de nos collaborateurs. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir, comment on pourrait y remédier. Kautar m'a introduit en quelques mots, mais si vous permettez, je vais aussi rajouter quelques petits mots qui me donnent le droit de vous parler aujourd'hui de ça. C'est vrai qu'il a mentionné que j'ai été, pendant de nombreuses années, j'ai occupé des postes de responsabilité dans des grandes entreprises multinationales. Et les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé avaient une responsabilité sur l'Afrique. Donc, j'avais donc des équipes en ce qu'on appelait à l'époque, pas très vieux, hein, ça date encore il y a 26-7 ans, des équipes en remote. Donc, j'avais des collaborateurs qui étaient basés en Tunisie, en Algérie. Quand j'étais au Maroc, manager, c'était en Algérie, dans d'autres pays, mais quand j'étais aussi en Algérie, comme a précisé à Kautar, j'avais d'autres collaborateurs au Maroc, au Kenya, au Nigeria. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué de savoir comment garder ce lien, comment rester engagé avec eux, etc. Donc ça m'a été, bien que les outils que nous avions à l'époque n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Ça ne fait pas si longtemps, mais quand même, la technologie nous aide énormément. Donc, il faut en profiter aussi de cela. Mais bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup pratiqué le management des équipes à distance. Ensuite, j'ai eu l'occasion de me certifier, comme l'a précisé Kautar, avec Action Coach, qui ont un modèle d'accompagnement des entreprises pour la croissance, où avec leur programme, c'est vraiment… Donc, c'est du business coaching, où le programme, vraiment, on va voir toutes les dimensions d'une entreprise, qu'elle soit financière, qu'elle soit commerciale et marketing, qu'elle soit systématisation, les opérations, etc. Mais aussi, entre autres, la dimension humaine, le capital humain, donc les équipes. Et ensuite à ça, il y a à peu près 2 ans, comme le sujet de… Peut-être que j'ai beaucoup d'empathie, le sujet d'accompagnement des équipes m'a toujours très intéressé. J'ai découvert une entreprise qui s'appelle Engage and Grow, une entreprise australienne qui a développé un programme autour de l'engagement des collaborateurs. Donc, c'est un sujet qui m'a vraiment intéressé et donc je me suis certifié. Aujourd'hui, je suis un coach certifié d'Engage and Grow. Engage and Grow est présente dans 80 pays.
Le Maroc fait partie d'une organisation qui s'appelle l'Europe francophone, et donc incluant l'Afrique. Aujourd'hui au Maroc, nous sommes 4 coachs certifiés d'engagement. Donc un peu voilà pour mon parcours qui me permet de vous parler de l'engagement des collaborateurs. Donc Engage & Grow a créé un programme d'accompagnement, un programme bien spécifique qui permet d'augmenter l'engagement des collaborateurs et qui s'appelle le système d'activation du collectif. D'accord? Donc c'est une réflexion sur le collectif, comment engager collectivement toutes les équipes. Donc voilà pour l'introduction. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons parler le nouveau monde du travail, comment le nouveau monde du travail se présente aujourd'hui. Comment obtenir 100% des engagements à distance? Nous allons parler aussi du modèle de haute performance à distance, des 6 étapes de l'engagement du collaborateur, et je vais vous présenter aussi des concepts qu'on utilise, éprouvés, qu'on peut utiliser maintenant, et les opportunités d'influencer le nouveau monde. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Bien sûr, en premier lieu, vous allez me dire à des chefs d'entreprise, bien entendu, mais aussi à des cadres dirigeants, à des gens qui travaillent dans les ressources humaines, donc les équipes RH, à des managers, mais aussi à des bureaux, à des coachs et des consultants. Parce que tous ces gens-là ont des équipes à gérer, ils interviennent avec les ressources humaines, avec leurs équipes, avec leurs opérateurs. Donc, clairement, ce webinaire s'adresse à eux. Durant cette présentation, si vous le permettez, je vais vous demander, des fois je vais vous poser des questions que vous devrez simplement répondre sur les commentaires là, de l'outil Zoom, mais aussi à un moment donné, je vais vous demander de prendre un stylo et de noter des choses sur des questions que je vais vous poser, mais aussi, si jamais je dis des choses qui peuvent vous intéresser, que vous trouvez intéressantes, de nouvelles idées, n'hésitez pas à les noter. Donc, armez-vous d'un cahier et d'un stylo. Si c'est possible, avec des crayons de couleur. C'est comme ça que le cerveau retient beaucoup mieux. Et enfin, aussi, à la fin, j'aurai le plaisir de vous offrir un cadeau, ou voire deux. Alors, les nouveaux leaders. Donc aujourd'hui, on se trouve devant un nouveau paysage avec cette crise qui vient changer brutalement notre environnement. Cet environnement, il était déjà en transformation maintenant, mais depuis tout temps, les environnements des entreprises sont tout le temps en mutation. Si vous vous rappelez, si on repart, on réfléchit un peu avec l'arrivée de l'industrialisation. Si on prend un exemple du moment des gens, quand on avait un téléphone normal, Nokia, je ne sais plus, 3316 ou quoi, est arrivé les smartphones. Plus récemment, on parle beaucoup de digital transformation. Donc, à chaque fois, les entreprises sont obligées, si elles veulent survivre, si elles veulent avancer, si elles veulent perdurer dans le temps, elles sont obligées de s'adapter et de changer leur comportement, changer leur manière de travailler. D'accord? Si on prend la digital transformation qui est d'actualité, eh ben, les sociétés qui ne basculent pas vers ce modèle de modèle de travail, ben forcément vont se faire doubler par les autres et peut-être disparaître à terme. Donc, cette mutation, ce changement, bon, cette crise est arrivée, ça nous force de nous changer, mais pour changer et pour faire face au changement, nous avons besoin de nouveaux leaders. Pourquoi? Parce que en chacun d'entre nous, en chacun de nos collaborateurs, il y a du leadership. Et ce leadership, il faut aller le chercher, aller le travailler, le faire motiver pour qu'il ressorte cet engagement et devenir avec des idées. Donc, il faut que les organisations fassent quelque chose pour tirer le meilleur de chacun de leurs collaborateurs.
D'accord, donc c'est pour ça qu'on parle de nouveaux leaders, d'aller chercher dans toute l'entreprise, à chaque fois qu'il y a un grand changement, d'aller faire une recherche de comment faire émerger ces nouveaux leaders. Là, je partage avec vous un slide de Deloitte. Je pense que tout le monde connaît le cabinet Deloitte. Je l'ai laissé exprès en anglais. Company training is the least desirable way to learn. Bon, qui veut dire simplement que c'est la chose la moins désirée de l'apprentissage. C'est de faire des formations classiques. Là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est là? Eh bien, tout simplement, c'est que si je prenais un exemple d'un bocal de petits poissons rouges, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on nomme quelqu'un pour aller à une formation? Eh bien, quel est le sentiment qu'il reçoit? Ah, j'ai été nommé pour aller suivre telle formation. Donc, il a déjà un sentiment de reconnaissance, un sentiment de fierté, etc. Donc, il sort de son environnement et il va aller se former. Et bien sûr, quand on est content de soi-même, quand on vient d'apprendre quelque chose de nouveau, forcément, la motivation augmente. Et forcément, si la motivation augmente, on se sent plus engagé vis-à-vis de notre entreprise ou de ce que l'on fait. Ou bien, et ce qui se passe, c'est qu'après cela, on revient dans notre environnement initial. C'est exactement aussi pareil pour si vous prenez ce que font les grandes compagnies qui ont un budget assez important, même les moyennes compagnies, pas forcément les très grandes. C'est pareil avec le team building. Pourquoi on fait un team building? Ah, on fait un team building parce que on sent que les équipes méritent ça. C'est une manière de les féliciter, de les rewarder, et de se dire ça va créer plus de cohésion, ça va créer plus de motivation et plus d'engagement. Donc c'est vrai, les équipes, on les prend, on les sort, ils vont en team building, ils s'amusent, ils apprennent des nouvelles choses. Le CEO ou le directeur général va partager sa vision. Des fois, il y a des types de formations, il y a plein de choses qui se passent pendant leur team building. Et on sent qu'au retour du team building, toutes les équipes, toutes les gens qui ont participé ont un degré de motivation, etc. Mais la problématique, c'est qu'on ne le fait qu'une fois par an ou deux fois maximum par an, et ce n'est pas régulier. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, notre niveau d'engagement va rebaisser. Pourquoi? Parce qu'on est parti, on a touché les individus séparément, mais on n'a pas touché à l'environnement de travail, on n'a pas touché à l'environnement, on n'a pas travaillé sur le collectif. Donc l'impact est de courte durée. Donc c'est pour ça qu'on dit que la formation traditionnelle n'est pas la moins désirée. Donc le but de ça, pour créer de l'engagement, il faut toucher à l'environnement. Donc, collectivement, tout le monde ensemble, comment impacter pour avoir un meilleur environnement et un meilleur engagement et une meilleure motivation tous ensemble. Parce que chacun de nous est différent, mais en travaillant sur différentes manières, on peut créer collectivement cet engagement. Alors, maintenant, nous allons... Donc, les temps ont changé pour toujours, c'est clair. Maintenant, on ne pourra pas revenir en arrière. La, la, le Covid est là, la manière de travailler est là. Euh, on a un impact, bien sûr, au niveau économique et humain, d'accord? Cette transition qui nous est arrivée, personne ne s'y attendait et elle a été, on peut dire à la limite, pour beaucoup d'entreprises, elle a été brutale. Mais si on reste dans un esprit défaitiste, ben, l'impact va être l'entreprise ou la personne en elle-même va tout perdre. Donc, il faut absolument se dire, OK, c'est cette situation, devenir responsable et se dire, saisir l'opportunité. Donc, il faut accepter que la donne a changé et se dire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour changer et pas
et pas complètement se perdre, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est le moment de changer de vitesse, c'est-à-dire se dire, OK, quel est, si je me mets dans la peau d'un responsable d'entreprise, d'un chef de division, n'importe quoi, n'importe quel niveau où on est de responsabilité que nous avons, c'est de se dire, quelles sont les activités qui sont génératrices de valeur ajoutée et comment je peux les intensifier. Donc, il va se poser cette question et se dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire moi-même à mon niveau tout seul? Et souvent, ce n'est pas toujours possible. Et c'est là où il faut aller impliquer ces équipes et les motiver et les impliquer à une réflexion globale et se dire, OK, voilà la situation, comment elle est, comment on peut travailler ensemble, comment on peut avancer. D'accord? Donc, là, à nouveau, on parle de comment engager ces équipes à être aussi responsables et à penser ensemble à comment avancer. Maintenant, si vous le permettez, je vais partager avec vous, vous voyez ici la belle photo, il y a 4 cadrans, et je vais vous demander un peu de réfléchir avec moi, et ça va se passer de la manière suivante. Donc, vous voyez ici, on a une flèche horizontale, c'est la situation. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Voilà la situation actuelle. D'accord? Et cette situation actuelle, pour vous, pour chaque personne d'entre nous, il y a des personnes qui disent ça y est, c'est la fin du monde, tout est foutu, c'est fini pour nous, on ne pourra plus avancer. Vous l'entendez souvent, des gens se plaindre, c'est plus possible, je devais, moi, la clé sous le paillasson, c'est la fin du monde. Ou en revanche, vous êtes dans un optique de se dire, mais il y a des opportunités à saisir, il y a une visibilité de croissance, il y a des choses qu'on peut faire. Tout dépend de son état d'esprit. Ça, c'est en matière de situation. Sur le côté horizontal, c'est dans le temps. Est-ce que vous êtes à la fois, c'est la fin du monde, limité, et donc c'est maintenant, plus rien n'est limité, ou bien vous dites, c'est maintenant, je suis vraiment limité dans le temps, mais j'ai des espoirs et je vois des opportunités venir, je vois une visibilité de croissance. Ou bien vous êtes vous voyez à très long terme, avec que ça va être avec la visibilité de croissance. D'accord? Donc, ce que je vais vous demander de faire, vous prenez, vous mettez sur les commentaires de Zoom, là où il y a les commentaires. Alors, imaginez-vous que ça, c'est, pardon, ouais, imaginez-vous que c'est entre 1 et 10 ou entre 0 et 10. Là où c'est écrit situation, c'est 5. Tapez un chiffre, comment votre état d'esprit est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la situation entre 0 et 5, ou 1 et 5, ou entre 6 et 10? Allez-y, si vous permettez, allez-y taper sur vos claviers, et pour voir un peu les différents participants, dans quel état d'esprit vous êtes. Kauter, toi, tu peux voir au fur et à mesure? Oui, sur Zoom, a priori, je peux voir. J'ai un petit D'accord, souci, j'ai plus accès à Facebook. C'est assez bloqué. Je suis en train de redémarrer. d'accord. J'essaie de me reconnecter sur Facebook. Je ne sais pas, ça passe plus. Alors, moi, je vois les questions. Donc, ça, c'est les participants. Ils répondent où dans les QNR? Sondage, c'est dans sondage. Ah non, c'est pas dans sondage. Il Où y est-ce qu'on peut a, voir il y ça? a, il y a sur le chat, sur l'espace de Ah oui, conversation, bah, il y a un conversation. commentaire. Voilà, il y a un commentaire qui vient de se mettre. Donc, il n'y a personne qui est en train de mettre des chiffres, 5, 4, 3, c'est ça? Sur Zoom, non. Sur Facebook, malheureusement, j'ai pas l'accès. Ah, C'est bloqué, malheureusement. j'arrive plus à voir ça. Je suis en train de voir.
Ok. Ok. Toujours est-il. Ok. Donc, je ne sais pas maintenant si les gens sur Facebook, vous êtes en train de le faire. Euh, Tout dépend de votre degré de penser aujourd'hui sur cette situation de crise, comment vous êtes, est-ce que sur la situation, est-ce que vous êtes entre 1 et 10 et faire le même exercice dans le temps. Est-ce que vous êtes dans le temps maintenant qu'on parle, limité dans le temps, ou vous avez une pensée qui est plus vers l'infini, vers le futur? Bah, voilà, je viens d'avoir accès sur Facebook. Bah, il y Parfait, a Jamin Zim qui dit 7. très bien. Il y a une autre personne qui dit 6. Il y a une autre, là je vois c'est 10. Oh là, ça me fait plaisir. Non, non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vas-y. Bon, d'autres, il y a aussi un 5, un 4. OK. Ça, c'est pour la situation. Maintenant, demande-leur. Maintenant, s'il vous plaît, faites-le pour le temps. Généralement, il y a un laps de temps, il y a un laps de temps. Voilà, il y a Morad qui a mis 5. Il y a Najib qui a mis 3. D'accord. OK. Très bien. Parfait. Quelques exemples. Voilà, Morad Un, il a mis 2, 5. Mona, c'est Mona qui a mis 5. très bien. Donc, vous aurez tous compris que l'intersection de vos deux données que vous avez communiquées, vous allez tomber dans un de ces cadrans. D'accord? Maintenant, on va voir ce que veulent dire ces cadrans. Chaque personne d'entre nous, en vivant cette crise maintenant, on est dans un certain état d'esprit. Et vous allez voir ce que ça va représenter. Alors, les gens qui se trouvent dans le cadran en bas à gauche, donc ils sont entre 1 et 5 au point de vue situation et temps, ce sont des gens qui sont perdus. Donc, c'est des gens qui veulent être sauvés. De style, ils ont besoin qu'on leur envoie une bouée de sauvetage, c'est le bateau qui coule, ils ont besoin d'être sauvés. D'accord? C'est vraiment, la situation est critique, etc. Donc, ils sont dans un état d'esprit, on cherche à être sauvés. Maintenant, les personnes qui se trouvent que la situation est grave mais quand même, à très long terme, ça va avoir un impact, ils pensent qu'ils vont s'en sortir à long terme. Ces personnes-là sont dans une position de victime. Ils veulent être servis. Par exemple, ce sont les gens qui disent tout le temps on a besoin d'aide de l'État, il faut que l'État nous donne, on ne peut plus continuer comme ça, ce n'est pas possible. Donc, on est dans un état d'esprit de victime. En revanche, les personnes qui se trouvent vers le haut, le cadran en haut à gauche, donc le temps est limité, mais par contre, ils voient de la croissance, ils voient des opportunités. Ces gens-là, ce sont des battants. Ils sont battants, ils veulent simplement être aidés, qu'on leur donne des aides d'accompagnement, qu'on veut les aider à avancer, à mettre en place des solutions, etc. Et enfin, le quatrième et le dernier cadran, c'est ce qu'on appelle des leaders. Ils veulent être guidés. Ils sont dans un état d'esprit, ils savent où ils veulent aller, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils savent exactement. Ils sont vraiment dans un état d'esprit de savoir. Juste, ils ont besoin d'être guidés. C'est comme quand vous prenez votre voiture et vous allez dans une nouvelle ville, vous savez où vous voulez aller, vous savez pourquoi vous voulez aller là, mais vous utilisez un outil qui s'appelle le GPS qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va vous guider à arriver à la destination. Mais vous connaissez votre destination. D'accord? Donc voilà un peu, ce slide représente bien sûr que les gens qui vont réussir, qui vont passer cette période de crise, ce sont les gens qui se mettent dans un état d'esprit de battant ou de leader. Et c'est ça un peu
se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Voilà la situation, comment je peux faire bouger les choses, comment avoir une vision à long terme, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce slide. Après, bien sûr, si vous avez des questions, à la fin, on y répondra. Je répondrai, bien entendu, à la session de questions à la fin de la présentation. Alors, si vous voyez maintenant les flèches vers le haut et vers le bas, c'est ça on dit, les gens qui regardent vers le haut, ce sont les gens qui voient vers le haut, les battants et les leaders, c'est ça, les gens qui sont responsables. Être responsable, c'est que c'est vrai, il nous arrive des choses, mais je ne vais pas accuser, je ne vais pas chercher à qui la faute. C'est vrai, le Covid est là, c'est une réalité. Eh bien, essayons de trouver des solutions. Il faut se responsabiliser, c'est-à-dire prendre en conséquence ce qui nous arrive et s'approprier la solution, se faire des choses, faire penser positivement, donc être responsable. Par contre, quand on est vers le bas, eh ben on ne développe pas notre esprit, notre mindset à pouvoir essayer de vaincre cette situation et de voir quelles seront les pistes, quelles seront les solutions qui pourraient nous en sortir. Si vous me permettez, je vais boire un peu d'eau. Maintenant, on va parler un peu de ce nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, qu'est-ce qui nous ramène à voir? Il nous amène à voir qu'il faut qu'on mette en place un nouveau modèle de leadership, un nouveau modèle d'accompagnement des équipes, un nouveau modèle de travailler avec nos équipes. C'est vrai que nous sommes dans une situation de récession économique, hein, on ne va pas se le cacher, on le sait tous. Le business n'est plus là et ce n'est pas facile. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de facile, mais cependant, une chose est sûre, c'est que comme les choses sont devenues plus difficiles, donc forcément, on est amené à plus réfléchir, à se dire quels sont les nouveaux objectifs que je dois mettre en place. Donc les objectifs sont devenus peut-être un peu plus petits, mais ils sont devenus plus clairs et on va à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, d'accord? Donc parce que cette situation que nous vivons ne nous permet plus de s'égarer ou quoi. Il faut rester très focus. Et c'est là où on dit que vraiment la place du capital humain prend toute sa dimension. C'est là où la place du capital humain prend toute sa dimension. C'est là où il faut l'appliquer le plus possible, qu'il faut le plus l'engager, être au contact, voir comment il est. Parce que avec ce nouveau concept, on ne peut pas travailler de la même manière qu'on travaillait avant la crise du Covid. Il faut changer nos habitudes. Alors, vous voyez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous pouvez mettre des petits commentaires, qu'est-ce que vous voyez de particulier sur cette image? Kautar, tu me diras au fur et à mesure? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier sur cette image? Là, il y a des chiffres. Il y a quelqu'un qui a mis des chiffres. Des chiffres? Ah, Zone d'accord. sombre et clair. C'est clair de la séparation, là, ce qu'ils disent. C'est séparation. Ah, ouais. Qui voudrait dire quoi? Qui voudrait dire la distanciation sociale, même sur le lieu de travail. Donc, si vous remarquez l'image de gauche, donc aujourd'hui, le nouveau monde du travail, qu'est-ce qui nous fait faire? Même avant, on rentrait au bureau, ça dépend des cultures, mais dans les bureaux, on rentrait, on se serrait la main, on se faisait la bise, etc. Donc, il y avait un contact humain, et le contact humain, vous le savez tous, c'est hyper important pour les relations sociales, donc les échanges, les tapes amicales, etc.
Maintenant, avec cette distanciation sociale, même cette partie-là n'existe plus. Donc, ça crée un isolement, même en présentiel, pas juste en étant à distance. Donc, nous, entre humains, on a tous des émotions, on a besoin d'échanger, de parler, de toucher, c'est humain. Et donc, avec cette nouvelle façon de travailler, ça a forcément un impact. Là, une photo avec du gel hydroalcoolique qu'on n'avait pas avant, ça aussi c'est tout nouveau. Maintenant, partout où on va, on en trouve dans les lieux de travail. C'est une nouvelle manière aussi qu'il faut tout le temps faire attention. Même le téléphone portable qu'on laissait avant sur un bureau ou quoi, maintenant on le met dans notre poche, on ne laisse plus laisser. Le masque, n'en parlons pas. Maintenant, les gens qui sont en isolement peuvent se permettre même de travailler en pyjama, donc le télétravail. Donc, tout ce nouveau monde du travail, vous voyez comment il change et quel est l'impact qu'il peut avoir sur nous, sur chaque être humain que nous sommes, vis-à-vis du reste de nos collaborateurs, vis-à-vis de l'entreprise. Ça a un impact. Et c'est pour ça qu'il y a un sondage, qui n'est pas fait au Maroc, mais c'est un sondage que j'ai eu de différents pays. On dit que les 89% des jeunes employés ont des difficultés à travailler à distance. Les jeunes employés, c'est bien les milléniums. Quand on parle des milléniums, donc pratiquement 90% des difficultés, parce que plus on est jeune, plus on a besoin de, de contact humain, de dialoguer avec d'autres personnes, etc. Vous le savez, je ne sais pas, dans l'audience, il y a sûrement beaucoup de jeunes, mais pour les moins jeunes, c'est vrai que plus on prend de l'âge, peut-être qu'on a un peu beaucoup moins, mais forcément, plus on est jeune, on a besoin de ce contact humain. 73% des employés n'ont pas d'espace dédié. C'est vrai qu'on dit, OK, facile, vous pouvez travailler de la maison, mais on ne sait pas, les gens, quel est leur environnement à la maison. Aujourd'hui, le travail est rentré dans notre vie privée. Le travail est rentré dans notre vie privée. Donc, si on n'a pas d'espace, une chambre pour nous tout seuls ou une manière de travailler, ça pose énormément de problèmes. Donc, est-ce que ça, on le comprend, on le prend en compte? 48% des employés ont une moindre efficacité à distance. Oui, parce que d'autres personnes ont besoin aussi d'avoir cet environnement autour d'eux, ont besoin d'avoir des collègues autour d'eux, d'avoir un environnement de travail qui leur permet d'être efficaces. Donc, ils se sentent moins efficaces. Ils pensent à autre chose, ils font d'autres activités à côté, ils n'ont pas la motivation qu'il faut pour pouvoir rester focus et travailler efficacement. D'autres chiffres, 76% se sentent isolés. 3 sur 10 employés prennent des nouvelles de leurs collègues. C'est vrai. On n'a pas, si on y pense, pourquoi les gens, quand on rentre au bureau, on demande alors comment tu vas, comment va la famille, on demande des nouvelles de nos collègues quand on les voit le matin, etc. Mais le fait qu'il n'y ait plus de contact humain, eh ben, on se sent isolé à nouveau. C'est une manière d'être isolé. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut le travailler dessus. Comment m'assurer que les gens qui sont à distance, est-ce qu'ils ne se sentent pas isolés? Est-ce qu'ils n'ont pas coupé le lien? Comment garder le lien avec l'entreprise et leurs collègues et les équipes? Seulement 2 sur 3 employés ont bénéficié d'une réunion hebdomadaire avec leur manager. D'accord? Donc, les personnes qui n'ont plus de réunion, alors qu'ils habituellement avaient des réunions hebdomadaires avec leur manager ou des discussions plusieurs fois dans la semaine, n'ont plus de nouvelles de leur manager, ceux-là aussi se sentent un peu oubliés, mis sur le carreau.
Donc, ça va affecter leur motivation et leur engagement. Certains disent 50% des employés se disent plus fatigués. 32 ont le sentiment de travailler plus. 30% ressentent un impact négatif sur leur motivation. Personnellement, en plus de ce que je fais aujourd'hui, à titre personnel, j'enseigne aussi, et pendant la période du confinement, j'enseignais à distance, je passais. Et honnêtement, moi aussi, j'avais le sentiment de travailler beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus. Alors qu'on n'a plus les temps de transport, etc. On n'est plus perturbé, on est entièrement dédié à son boulot. Et du coup, j'avais vraiment le sentiment que je travaillais plus. Et je pense que je travaillais plus. Pourtant, avec tous ces chiffres que vous venez de voir, l'ironie, c'est que 88% des personnes questionnées, de télétravailleurs, ont tous dit qu'ils souhaiteraient soit ponctuellement ou durablement de travailler, je m'excuse, de travailler ponctuellement ou durablement à distance. Avec tous ces chiffres-là, mais quand même, les gens apprécient de travailler à distance. Donc, pour récapituler un peu, donc ce travail à distance, comme vous l'avez vu, va perturber notre manière de travailler habituelle, va perturber toutes les sociétés. Il y avait des sociétés qui, très longtemps, ont mis en place, il y a des entreprises qui ont mis le télétravail en place pour leurs collaborateurs. Mais chose étonnante, il y a eu une statistique que j'ai lue, c'était que Facebook et Google, eux, tout de suite, ils ont dit jusqu'au 1er janvier 2021, leurs collaborateurs travailleront à distance. Par contre, une entreprise comme IBM, qui pratique le télétravail d'une partie de ses collaborateurs depuis plus de 20 ans, elle a décidé de l'abandonner. Donc, chacun des entreprises, mais la vérité, c'est que qu'on le veuille ou non, bien sûr, ça dépend de l'activité de l'entreprise, mais qu'on le veuille ou non, nous aurons tous des collaborateurs qui travailleront à distance. Aujourd'hui, moi, je vois même mon travail quand je dois accompagner des chefs d'entreprise. Avant, j'allais toujours dans l'entreprise voir les gens de l'entreprise, discuter avec eux. Je le fais aujourd'hui pratiquement à 99% par Zoom. Donc, c'est une nouvelle manière de travailler. S'il y a quelques années, ou même pas un an, on aurait demandé aux gens non, non, cher client, je ne viens pas te voir, mais je le fais à distance, ils n'auraient jamais accepté. Des formations pareilles. Aujourd'hui, tout le monde accepte des formations à distance. Donc, ce nouveau monde de travail va nous imposer, nous oblige à réfléchir différemment, mais comment aussi, surtout, de se dire comment garder la motivation et l'engagement. Même si j'avais mis en place des structures en interne pour motiver, engager mes collaborateurs, maintenant le fait que des gens se trouvent à travailler à distance et même en présentiel avec la distanciation sociale, ça a changé la donne. Il faut trouver des solutions à cela. D'accord ? Donc, le nouveau monde du travail, je pense que je devrais un peu accélérer. Le nouveau monde du travail, qu'est-ce qui est une réalité, donc on peut plus, elle est là et elle est là pour perdurer. Il ne faut pas penser que c'est juste parce qu'il y a les vaccins qui arrivent, c'est une nouvelle manière de travailler, une nouvelle donne. Donc, il faut dire qu'elle est là et c'est un sujet critique. Donc, il faut adopter de nouvelles formes de management et penser à la santé mentale des collaborateurs et à la santé mentale aussi et le bien-être des équipes. Il faut mettre en place des actions qui vont permettre régulièrement à dialoguer, à ne pas couper le lien, à ce que l'isolement ne s'installe pas, à ce qu'ils se sentent toujours aussi importants
au bureau, qui se sentent toujours aussi importants dans l'entreprise, etc. Donc, c'est ça pourquoi on dit que les repères ont changé. Donc, il faut là. Donc, pour obtenir un maximum d'efficacité des collaborateurs, il faut qu'ils restent fortement connectés à leur travail et leur équipe, comme si que rien n'avait changé. Mais juste que l'environnement a changé, donc il faut changer aussi avec. Ne pas continuer à travailler comme on était, mais changer en fonction de cette nouvelle donne, mettre en place des nouvelles solutions, de nouvelles procédures, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de discuter. C'est comme au début, Kautar, en introduction, a dit oui, c'est vrai que quand on est en présentiel, on voit tout ce qui est le paraverbal et le non-verbal de nos collaborateurs, donc on peut se faire une idée de la personne et on peut réagir en conséquence. Mais aujourd'hui, à distance, on ne sait pas. On n'entend que la voix si on les appelle, mais on ne sent pas, ils ne sont pas près de nous. On n'a pas ce sentiment de se dire, alors, donc il faut faire des choses différemment pour pouvoir mieux accompagner nos collaborateurs et les engager au plus. Alors, que voyez-vous sur cette photo? Qu'est-ce qui vous inspire ce salarié en télétravail? Kautar, s'il y a des commentaires, n'hésite pas à me le dire. Ah, Kautar est en mute. Ok, bien sûr, on voit qu'on ne peut pas dire qu'il soit motivé, d'accord? Très bien. Il se repose là, il se Ah repose. ouais, je t'écoute. Hein? Et qui est démotivé? C'est moi qui est démotivé ou c'est la personne sur la photo qui Sur est la photo, sur la démotivée? photo, sur la photo. Et Apparemment, celle-ci, on a et l'impression qu'il est celle-ci, méditatif. Ah, c'est excellent là. c'est excellent. Hein, on souhaiterait avoir tous le même comportement au travail à distance, d'accord? Mais je ne sais pas si est-ce que Ok. c'est excellent parce que c'est une dame sur la photo ou est-ce que parce qu'elle est joyeuse, elle est contente. Je ne suis pas misogyne. Ah, Donc, ok. Bon. très bien. Très bien. OK. Alors, question. Et là, j'aimerais bien que vous me répondiez par juste un mot. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Et là, tu me diras, Kautar, qu'est-ce qui rend pour vous les gens heureux? Avant, je vais laisser le temps je veux dire, aux différents participants de réfléchir à la De question. répondre. Ouais. Voilà. Il y a des commentaires tout à l'heure. Il y a une personne qui disait ben, la personne, je veux dire, le monsieur, il n'avait pas beaucoup de choses à faire parce que comme son bureau il est clean, ben, il n'avait pas beaucoup de travail. L'autre, il dit la vie est belle. Ça veut dire il n'y a pas de travail, il est là, il Il est n'y a en pas train de de travail, méditer. c'est Ben cool. voilà. La deuxième question, qu'est-ce qui rend les gens heureux? Ouais. Oui. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Et pour toi, Kautar, qu'est-ce qui rend les gens heureux? Ah, je dirais, moi, je connais la réponse. Hein. Ah, d'accord, c'est vrai. Il y a des réponses? Non, pas encore. Il y a un petit retard sur Facebook, donc peut-être, Et voilà, les gens qui estime de sont sur soi. Zoom, ils répondent Il y jamais? a, il y a Ah, Atmani je qui crois qu'il y a une dit réponse. estime de soi, là. Hein. OK. Il y a le résultat. Jamais Azim dit résultat. Résultat, d'accord. Ça veut dire peut-être l'obtention de résultats. Ça veut dire to achieve, L'achievement. result. Voilà, Ouais, achievement, le exactement. result, ouais, l'achievement. On a réussi à. Bon, Voilà, en il y a règle générale, les succès, gens, mourad, succès, succès, tarabut wa tawassul. Ça, c'est Fouzia. الترابط والتواصل بينهم. Ça veut dire la communication et la relation. et là, j'ai Mounia Hasnaoui, un boulot épanouissant et un cadre agréable de travail motivant. C'est ça qui rend les gens heureux. Oui, oui. Eh bien, si je vous pose la question, c'est Challenge. Il y que a Dunia qui dit les challenges, les défis. les défis. Ouais. D'accord.
je pense que vous connaissez tous, bien sûr, l'université de Harvard. Ils sont depuis 75 ans, ils sont à leur quatrième directeur d'études. Depuis 75 ans, ils font une étude sur le développement adulte, c'est-à-dire qu'ils prennent des gens à partir d'un certain âge et sur une base régulière, ils leur posent des questions pour voir comment la personne se développe. Et donc, ils ont recueilli des données sans précédent sur le bonheur et la satisfaction. Et la réponse qui ressort le plus souvent, bien sûr, arrivé à un certain âge, c'est celle-là. Pourquoi ça ne passe pas de slide? Voilà. C'est les Voilà. relations multiples et significatives. En fait, à la fin des fins, je comprends un cadre agréable de travail, mais la, il y a souvent les gens ils disent c'est la célébrité, l'argent, etc. Mais ce qu'on se souvient le plus, c'est les années que j'ai passées avec telle personne, la manière dont on avait travaillé, ce qu'on a fait, les vacances qu'on a passées. C'est ces relations qui ont une signification et qui sont multiples. C'est ça qu'on garde le plus souvent comme souvenir. Et c'est pour ça qu'on dit c'est ça qui rend les gens heureux. Les gens heureux, c'est l'interaction entre les personnes, les échanges. Et c'est ça qu'on garde. Bien sûr, les premières personnes sont notre cercle familial, mais c'est les amis aussi, les collègues de travail. C'est ça qui nous rend heureux. Donc, pourquoi je partage ce slide-là, pourquoi je partage ça, c'est que il est important, si on veut garder une motivation, un engagement, on est obligé de garder ces relations entre nos collaborateurs au travail. Il faut la créer, cette relation, qu'ils se connaissent mieux. Souvent, si vous demandez à des gens dans des sociétés un peu plus grandes où il y a beaucoup de personnes, je dirais assez grandes, ils connaissent Mohamed, lui s'il est au commercial, il connaît Mohamed qui travaille à la finance, mais il n'en sait pas plus, il connaît son nom, son rôle. Mais qui est Mohamed, comment il vit, quelles relations, quels points communs ils ont et tout, les gens ne le savent pas. Donc c'est important. Le fait qu'on a des relations avec d'autres personnes, et ben les échanges, ça crée une synergie entre les deux personnes. Ils pourront avancer ensemble et s'entraider ensemble et mieux travailler ensemble. Alors là, donc c'est pour ça que deux fois dans les entreprises, on a cette notion, on parle d'engagement, de désengagement. Ça veut dire quoi exactement? Si on devait définir c'est quoi une personne engagée, on va commencer par une personne désengagée. Une personne désengagée dans une entreprise, c'est un employé qui fait moins que ce qui est attendu. Une personne désengagée, ce sont les personnes qui font juste ce qu'on leur demande. Et des personnes engagées, ce sont des personnes qui font plus de ce qui est attendu. Je vais prendre un exemple tout simple. Un standardiste ou une standardiste à son poste, qui reçoit un appel téléphonique et laisse le téléphone sonner 4-5 fois dans l'espoir que la personne va raccrocher à l'autre bout du fil, c'est une personne fortement désengagée. Elle fait moins de ce qu'on attend d'elle. Une personne désengagée qui fait juste ce qu'elle attendait, c'est qu'elle va répondre à l'appel, elle va vous demander à qui vous voulez parler, elle vous transfère l'appel et elle raccroche. C'est ça son rôle. On lui a demandé de répondre au téléphone et de passer les appels. Par contre, une personne engagée, ce sera le ou la standardiste qui répondra et demandera à qui vous voulez parler. Il appelle et il attend que le correspondant de l'autre bout du fil réponde. Et s'il n'est pas là, s'il ne répond pas, eh bien, elle reviendra vers vous en vous disant, mais voilà, il est absent, il n'est pas à son bureau, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux passer une autre personne? Elle fait de plus qu'on attend. On lui a demandé de répondre et de passer les appels, mais elle a fait plus. Donc, elle est engagée. D'accord? Donc, voilà un peu pour mettre. Donc, l'idée, c'est ça
de pouvoir dire qu'est-ce que ça veut dire je vais faire en sorte que mes employés sont engagés, c'est qu'ils doivent faire plus de ce qu'on attend d'eux. Qu'ils réfléchissent comment améliorer, s'ils ont un travail à faire, ils appliquent un process, comment l'améliorer, comment s'investir pour faire un meilleur travail, avec un meilleur rendement, pas juste d'exécuter. Donc c'est ça un peu l'engagement. Si on prend, il y a des études mondiales qui ont été faites, et au Maroc, bon, vous voyez, c'est une étude de Gallup, qui est aussi un institut qui fait des enquêtes, surtout sur les ressources humaines. S'il y a des gens parmi nous qui sont dans les ressources humaines, ils doivent bien connaître les rapports de Gallup. C'est un institut américain qui le font sur le monde entier. Bon, sur le Maroc, j'ai des chiffres de 2017, mais bon, je pense qu'avec la crise actuelle, c'est peut-être un peu plus. On estime qu'au Maroc, en moyenne, hein, ce n'est pas valable pour chaque entreprise, mais en moyenne, sur la totalité, 25% des collaborateurs sont fortement désengagés, 69%, 70%, donc la majorité sont désengagés, et juste 6% sont engagés. Bien entendu, ces chiffres-là ont un impact sur la productivité, ont un impact sur le rendement, ont un impact sur la culture d'entreprise. Tout ça, ça a un impact sur l'honnêteté, sur la satisfaction, sur la personne qui a dit dans un environnement de travail agréable. Ça aussi, ça a un impact si vous avez autant de personnes fortement désengagées et désengagées. Si on devait représenter ce désengagement et cet engagement par un bateau, ça voudrait dire que vous avez la majorité, vous avez des personnes qui sont complètement en train de freiner l'avancée de l'entreprise. Vous avez à peu près le même niveau de personnes qui sont en train de ramer comme des fous pour le faire avancer, mais qui vont s'annihiler entre ceux qui le freinent et ceux qui l'avancent. Ça va donner zéro. Et les gens qui sont les désengagés, donc du coup, le bateau fait du surplace. Donc l'entreprise ne va pas grandir, ne va pas avancer. Elle va faire du surplace si on arrive à ce niveau de désengagement. Gallup, toujours, estime que le désengagement impacte jusqu'à 34% du salaire qui est gaspillé. Donc 34% de la masse salariale est gaspillée à cause du désengagement. Là, je partage avec vous un petit tableau pour faire un calcul rapide. Si on estime qu'on a une entreprise de 60 salariés, dont 25% sont désengagés, ce qui nous fait donc 15 employés désengagés, avec un salaire moyen annuel de 96 000 dirhams. Je suis parti sur une considération 8 000 dirhams, TTC, toute taxe comprise, toute charge comprise, etc., ce qui me fait 96 000. Si le coût de désengagement estimé est à 34%, ça représente par employé 32 640 dirhams. Donc, avec 15 employés désengagés et le coût de désengagement par employé de 32 000 dirhams, ce qui nous fait un total de 489 000 dirhams, ce qui veut dire à peu près un demi-million de dirhams. Donc, vous imaginez, en tant que chef d'entreprise, vous vous dites, parce que je ne connais pas le niveau de désengagement de mes collaborateurs, je ne sais pas non plus, mais si s'il connaît plus ou moins le niveau de désengagement, et se dire que ça veut dire, c'est comme si que chaque année, au lieu de réinvestir, d'avoir un retour sur investissement, pas investir, mais un retour investissement sur ces 500 000 dirhams de masse salariale, je n'ai rien du tout. J'ai zéro. C'est comme si qu'ils prenaient 500 000 dirhams qu'ils jetaient par la fenêtre. D'accord? Bien sûr, ces chiffres ne sont pas de moi, c'est de Gallup, vous les avez vus d'abord, c'est l'estimation. Là, c'est un exemple de… Alors, comment on fait, nous, en GageNGro, pour voir le niveau d'engagement des salariés?
Eh bien, simplement, on envoie un questionnaire. On envoie un questionnaire avec différentes questions et on saura rapidement, bien sûr, on demande aux gens de répondre honnêtement, etc. Et c'est anonyme. Les participants ne savent, on ne connaît pas la réponse des participants. On connaît la réponse, mais on ne connaît pas qui a répondu comme ça ou comme ça. Donc, c'est un programme qu'on accompagne sur une durée de 12 semaines. Ici, vous voyez sur ce slide que au début de l'enquête, 75%, il n'y avait pas de fortement désengagés dans cette entreprise, mais 75% étaient désengagés. Ils ne faisaient juste que le boulot qu'on leur demandait. Et seulement 25% étaient engagés. À la fin des 12 semaines, 100% de l'entreprise était fortement engagée. D'accord? C'est une société qui s'occupait c'est dans la division technique d'une société qui traite les eaux. Donc, c'est juste un exemple que je voulais vous donner du désengagement. Après, on va parler pourquoi sur 12 semaines, etc. Oula, je dois accélérer, je pense. Alors, comment ce programme se fait? Comment il est basé, ce programme? Il est basé sur la science de la motivation. Ce que ça veut dire quand on dit la science de la motivation? Eh bien, tout ce programme a été construit autour d'un premier sont les besoins fondamentaux de l'homme. C'est ça notre système, ce que j'ai dit au tout début, le programme s'appelle le système d'activation collectif, ensemble. Donc, il est basé sur les besoins fondamentaux de l'homme, que vous voyez ici énumérés. Il est basé aussi sur les clés neurologiques de motivation. Chacun d'entre nous, on est motivé d'une manière différente de l'autre. Et chacun, on a besoin de répondre à certains besoins. D'accord. Et avec ces deux-là, on va introduire ce qu'on appelle des clés d'activation. On va introduire des clés qui vont permettre de mieux apprendre. Parce que chacun, on a une manière différente d'apprendre et de comprendre. Donc, c'est en travers de l'échange, de l'expérimentation et comment partager, enseigner aux autres, c'est comment partager aux autres. Donc, ça se fait de cette manière, c'est basé sur ces trois cercles que vous voyez. Pourquoi ça se fait comme ça? Pourquoi ça se fait sur 12 semaines? Parce que le seul moyen de faire changer quelque chose, l'être humain, pour qu'il change dans son comportement, dans ses habitudes de travail, de réaction, de comportement humain avec les autres. Bien sûr, on peut le faire par l'hypnose, mais je ne pense pas qu'on aime trop l'hypnose. Par contre, en revanche, c'est par la répétition, la reprogrammation. C'est exactement comme quand on était jeune, nos parents nous disaient chaque matin et chaque soir, n'oublie pas de te brosser les dents, n'oublie pas de te brosser les dents. Après, c'est devenu une habitude. Le cerveau humain a besoin de temps et la répétition pour apprendre de prendre de nouvelles habitudes. D'accord? Aujourd'hui, vous le voyez, on a pris de nouvelles habitudes. De la manière de se laver les mains, plus souvent qu'avant, de porter ce masque. Les premiers temps, je pense que vous étiez un peu comme moi, vous sortiez de la maison, vous faisiez 10 mètres, vous disiez « Oh, j'ai oublié le masque ». Aujourd'hui, presque plus personne n'oublie de prendre le masque en sortant de chez soi. C'est devenu une habitude à force de répéter, de répéter, de répéter. Et c'est pareil. Si on souhaite intégrer dans l'entreprise que les gens deviennent beaucoup plus, devenir avec de l'innovation, avec de nouvelles idées et tout, eh bien, il faut leur inculquer et répéter ça. Qu'est-ce que tu fais chaque semaine pour venir avec de nouvelles idées? Chaque semaine. Après, ça devient une habitude. Il le fera sans réfléchir. Dans les comportements, c'est la même chose. Dans la communication, tout ça, ça s'apprend. Il faut créer la répétition qui est mère de tout apprentissage. Le cerveau humain est comme ça, il construit, il a besoin. Vous le savez, quand on est très jeune, on nous implante si vous avez fait des cours de PNL ou quoi, on nous implante des logiciels en tête, c'est pour ça que ça s'appelle la programmation neurolinguistique, on nous met des logiciels dans la tête,
Et bien là, si on veut changer les comportements, il faut qu'on mette de nouveaux logiciels dans notre tête. Alors, à partir sur cette base, comment on fait pour pouvoir créer de l'engagement? J'ai vu une question, on m'a demandé, mais comment vous faites pour faire de l'engagement? Eh bien, simple. Une entreprise, c'est comme un corps humain. Elle a un cerveau et un cœur. D'accord? Le cerveau, vous le voyez ici, c'est écrit, c'est les process, les systèmes, la gouvernance, les produits, les procédures, etc. C'est quelque chose de bien câblé, bien ficelé. Par contre, le côté cœur dans l'entreprise, c'est nos comportements, le comportement de chacun, les relations entre les membres, la manière de communiquer entre les membres, la culture de l'entreprise, le leadership de chacun, etc. Et donc, c'est sur ça que nous travaillons. Nous travaillons sur le côté cœur pour pouvoir créer cet engagement. Qu'est-ce que ça veut dire travailler cœur? Eh bien, ah oui, il y a ce slide, je suis allé un peu trop vite. Ça, c'est aussi bon, on avait vu Deloitte, qui, je vous ai dit tout à l'heure, qui font des enquêtes sur tout ce qui est ressources humaines et tout. Ils disent que les entreprises qui investissent énormément sur le développement de la partie cœur de leur entreprise obtiennent 8 fois plus de succès. On a tendance à se dire, OK, je vais recruter des commerciaux, je vais mettre en place des nouvelles machines, je vais mettre en place des nouveaux process, des nouvelles procédures. Et on oublie de travailler sur cela. Chaque collaborateur, qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin, souvent, si on prend juste sur la tendance qu'on a, mais je veux dire, c'est pas le même pour moi, on a tendance à dire à nos collaborateurs quand ils ont fait un mauvais travail, mais on oublie de leur dire où est-ce qu'ils font un bon travail et comment ils pourraient s'améliorer. On ne leur dit pas comment ils pourraient s'améliorer. On ne les félicite pas suffisamment, etc. Donc, tous ces genres de choses sur la communication, sur le côté cœur, les relations, c'est ça où on fait travailler. Et c'est là que ça va créer de l'engagement, de la motivation de nos collaborateurs, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Donc, comment on le fait? C'est de la manière suivante. On évalue, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'établir des repères, donc évaluer les niveaux d'engagement des différents collaborateurs dans l'entreprise, de leur faire adhérer à un programme, donc c'est de donner de la responsabilité collective, à les faire adhérer, créer des liens significatifs avec des clés d'engagement que je vous ai dit. À chaque fois, on verra plus tard un peu c'est quoi ces clés d'engagement. Qu'on les anime, c'est-à-dire que la vision est partagée, que tout le monde sait où on doit aller, quel est l'objectif de l'entreprise et qu'on est tous concernés par cette vision. Et c'est là à partir de là qu'on va créer l'engagement et obtenir une performance plus élevée. Et après, une fois que les habitudes sont là, l'amélioration va en continuant et on continue à développer. Là, je vais vous parler d'un exemple et je vais vous demander aussi de prendre note. Donc, vous voyez sur ce schéma, c'est comment développer des équipes performantes. Donc, d'où vient la performance? Elle vient, bien entendu, ce premier cercle du leadership. Elle vient de la culture d'entreprise et elle vient des compétences individuelles et du groupe. Maintenant, si l'intersection entre la culture de l'entreprise, c'est quoi la culture? C'est si on dit que c'est la culture de cette entreprise, c'est la satisfaction client. C'est quoi la satisfaction client? Ça veut dire être proactif, penser toujours au client. Le client first. Si on dit c'est l'honnêteté, et ben l'honnêteté, ça veut dire, on va dire franchement, voilà où tu es bien, voilà où tu n'es pas bien, etc. Donc tout ça font partie de la culture d'entreprise. Donc l'intersection entre la culture et le leadership vont donner de la loyauté. D'accord? Ça va donner de la loyauté. L'intersection entre le leadership et les compétences vont donner de l'excellence.
et entre la culture et les compétences va donner la productivité. Et donc, ces trois-là, ensemble, c'est ça qui va former le côté cœur. Comment on peut développer le leadership, comment on peut développer la culture, comment on peut développer les compétences, etc. Donc, c'est ça qu'il faut travailler sur le côté cœur. Maintenant, quels sont les plus grands points de chacune des trois cercles de leadership, culture et compétences? Vous avez les valeurs, le développement professionnel, la reconnaissance. Les compétences, c'est les développements des compétences de chacun, le feedback et l'évaluation, le benchmarking. Et enfin, la culture, c'est confiance et communication, responsabilité, orienté solution. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice maintenant. Je vais vous demander de réfléchir rapidement, si vous pouvez, mais posez-vous la question, par exemple, si vous voyez dans ce slide, par exemple, on a dit qu'un chef d'entreprise dit, moi, chez moi, le développement des compétences et l'évaluation, je le fais très bien, ça marche, c'est OK, on maîtrise, je sais, etc. Par contre, je sais ce qui est faible, on ne donne pas beaucoup de feedback, pas beaucoup de reconnaissance, pas la confiance, communication, elle n'est pas vraiment là, on n'est pas orienté solution. Et des choses qui sont importantes à développer, c'est les responsabilités et le développement professionnel. D'accord? Donc, quelle heure est-il? 8h15, OK. Donc, voilà ce slide-là qui va vous dire rapidement, vous vous dites, oh, tiens, chez moi, comment ça se fait dans tout ça? Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas? Qu'est-ce que je devrais? Bien sûr, ce n'est pas facile. Au départ, si je vous pose la question, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? Et même en plus à distance, ce n'est pas facile de le savoir. Il y a une manière de se dire sur quoi on devrait travailler, qu'est-ce qu'on devrait développer. La manière dont on le fait, c'est la suivante. Si on prend l'exemple, on va parler orienté solution. Ça veut dire quoi orienté solution? Orienté solution, ça ne veut pas dire forcément innovation, recherche et développement et tout, mais comment mettre en place de nouvelles solutions pour, je ne sais pas, pour vendre un produit ou quoi. Moi, je peux vous donner un exemple que j'ai vécu d'un client que j'ai accompagné sur Engage & Grow récemment. C'est un institut supérieur de formation. Pendant de nombreuses années, même jusqu'à l'année dernière, leur modèle de recrutement était basé sur le marketing traditionnel, à savoir faire des flyers, assister aux trucs des écoles, les salons, faire des brochures, etc. Est arrivée cette crise, début janvier. Donc, les écoles, en généralement, ils commencent vers mars, avril, à faire des choses pour pouvoir recruter, à visiter les lycées, faire de la communication et tout. Donc, la majorité de leur budget marketing partait dans le marketing, j'appellerais traditionnel, et peut-être juste 10% de leur budget allait dans un peu Facebook, voilà, dans des trucs de Facebook. Quand on a travaillé sur Orienté Solutions, eh ben, ils sont ressortis avec une solution qui devrait mettre 100% de leur budget marketing dans les nouvelles technologies. Arrêter complètement de faire des flyers, d'envoyer des emails, de je ne sais pas quoi. Tout sur Facebook, tout sur Instagram, que ce soit la présentation de l'école, tout ce qu'ils font, tout est basculé, tout leur budget marketing est parti là-bas à le faire. Et ce qui est étonnant, ils ont fait 22% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc, ça a marché. Alors, comment on l'a fait? Eh bien, simple. On a posé juste une question. On a posé une question qui était la suivante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent pour obtenir des nouveaux étudiants? Eh bien, ils ont tous posé on leur a tous donné 5 post-it. Ils devaient donner des idées. Une fois que les idées étaient données, nous les avons partagées entre cerveau et cœur, et ça a donné ça.
Il faut des trucs innovants, il nous faut des nouveaux produits, il nous faut un process de vente, des systèmes d'évaluation, une étude de marché. Donc, si vous voyez, tout ça, c'est process et procédures dans l'entreprise, c'est l'esprit. Par contre, côté cœur, il faut une meilleure communication entre nous, une meilleure communication à l'extérieur. De quelle manière? Plus de reconnaissance, parce qu'il y avait des gens qui se sentaient frustrés que les autres années, ils sont tellement investis, mais il n'y avait pas eu de reconnaissance, je pense. Les relations clients, ça veut dire avec d'autres personnes, créer de la relation, avoir ensemble un esprit d'équipe, etc. Donc, les 9, les fois 2, ça veut dire que 9 personnes ont dit on a un problème de communication, il faudrait renforcer la communication. 6 personnes ont dit qu'il fallait… Ils étaient un groupe de 10. 6 personnes ont parlé de reconnaissance, donc chaque personne donne au moins 5 réponses, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez un peu plus que 10 ici. Donc, après, ce qu'on fait, simplement, on va leur dire, OK, côté cœur, qu'est-ce que tu fais, toi, la semaine prochaine, côté cœur? Chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la communication, la reconnaissance, tout cela qu'on voit ici côté cœur, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et après cela, je vous avais dit que c'est un programme sur 12 semaines, donc vous avez ici, bon ici j'avais mis jusqu'à 10 semaines, et, non pardon, voilà les 10 personnes et les 12 semaines, et ici, donc la première semaine, c'est là où on fait l'exercice des petits post-it et poser la question. Et à partir de la deuxième semaine, ils doivent dire quel acte de leadership ont mis en place et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Et vous voyez ici, dans ce slide, bon, j'ai fait exprès de m'arrêter à la quatrième semaine. Au début, il y avait 2 personnes qui ne l'ont pas fait. Sur quoi elles se sont engagées, elles ne l'ont pas fait. Donc, ça impacte tout le groupe. Par contre, la troisième semaine, ils ont fait leur truc, donc tout le groupe était vert. Et au fur et à mesure, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut créer une habitude, il faut créer cette habitude. Donc les gens, après, maintenant, aujourd'hui, bon, le programme est terminé avec eux, ont pris cette habitude de chaque fois penser, faire quelque chose de nouveau, réfléchir. Ils ont pris cette habitude de s'investir et de s'engager pour eux-mêmes et pour toute l'entreprise. Donc voilà un exemple pour comment on fait pour savoir sur quoi on doit travailler côté cœur. Là, c'est la reconnaissance. Pareil, la reconnaissance, comme on le fait, c'est que à chaque fin de semaine, on doit, sur les 12 semaines, à chaque fin de semaine, chaque participant doit donner un point à quelqu'un d'autre de l'équipe pour le récompenser pour quelque chose qu'il a fait. Soit il l'a aidé sur un travail qu'il ne maîtrisait pas, soit c'était une personne qui a décidé de donner une petite formation en digital marketing à ses autres collaborateurs. Quelqu'un fait quelque chose pour les autres, et donc les gens les récompensent, et c'est de la reconnaissance. Et on est des êtres humains, plus on nous récompense, plus on nous reconnaît, ça nous crée un sentiment de fierté, d'appartenance, et on veut après donner plus. Et aujourd'hui, ils ont pris cette habitude chez eux, bien que le programme est terminé, ils sont tout le temps en train de se récompenser entre eux, etc. Donc ça fait partie. Donc, comme je disais, c'est ça la zone critique, la partie. Donc, on a travaillé sur les 5 plus importantes qu'ils avaient énumérées. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez… Bon, l'institut où je travaillais, ce n'était pas très nombreux, c'était un petit institut avec tout le staff pédagogique, etc. Ils étaient une vingtaine de personnes, sans plus. Mais imaginez-vous que c'est une grosse structure. Eh bien, si on commence à faire ça sur la direction générale avec les différents directeurs, eh bien, chaque directeur va impacter les différents groupes qui lui reportent, et ça va impacter toute l'entreprise avec ce programme. Parce qu'ici, on a travaillé côté cœur, donc forcément, ils vont travailler de la même manière avec leurs équipes. C'est pour ça qu'on l'appelle le système d'activation du collectif. Donc, je répète encore une fois,
pour créer des habitudes de personnes engagées, performantes, et c'est la répétition. C'est comme quand vous allez à la salle de sport, si vous ne répétez pas, si vous ne le faites pas de manière régulière, eh ben il n'y aura pas le résultat escompté pour tout. Alors voilà nos 12 clés d'engagement dont je vous ai parlé. On avait parlé tout à l'heure de l'adhésion du collectif. Ici, vous avez la récompense et reconnaissance, des présentations de meilleures pratiques, il y a du coaching individuel, il y a partager le feuille. Bon, à chacune de ces clés va créer à la personne qui participe à ce programme un sentiment de faire partie de l'entreprise, un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'adhésion, un sentiment de responsabilité qu'il a envers l'entreprise lui-même et ses collègues. Donc, ça va créer tout cet engagement. Et ça ne se fait pas séparément une personne, mais collectivement. Nous avons différents programmes, d'accord, différents programmes que je ne vais pas les énumérer. S'ils existent sur Internet, vous pourrez tous les voir. Mais nous avons, par exemple, ici en jaune, c'est pour spécial commerciaux. Celui-là, c'est le programme standard, ce qu'on appelle ceinture rouge. Il y a aussi un programme spécial dédié aux femmes, etc. Il y en a un autre pour l'éducation, etc. On a différents programmes. On a bien entendu, on a dû s'adapter, comme toutes les entreprises. Engage and Grow a développé, ah non, ça c'est le programme, pardon, individuel pour leader to leader, donc soit un groupe de leaders, donc de directeurs ou individuel. Mais avec le Covid, nous avons aussi développé un programme à distance, de la même manière qu'on le ferait en présentiel. Le programme de connexion qu'on appelle Achievers Club, voilà, Achievers Club, c'est le programme d'Engage and Grow, mais qu'on peut le faire à distance. Donc, cette nouvelle ère, en conclusion, si vous voulez, cette nouvelle ère que nous vivons avec cette nouvelle crise, nous avons besoin de renforcer les managers qui doivent plus que jamais adopter une position de leader. D'accord ? Un leader, vous savez tous, c'est la personne qui influence et fait adhérer les gens. D'accord ? Donc, il faut qu'on arrive à leur développer, à chacun d'entre nous, cette capacité, ce comportement d'influenceur et de pouvoir pousser les gens à donner plus de ce qu'ils font. D'accord. Donc ça, c'est un schéma, bon, je vais le faire assez rapidement. En règle générale, si vous venez d'être nommé en tant que manager, vous êtes considéré comme un manager détesté. Ce n'est pas détesté parce qu'on ne vous aime pas, mais parce qu'on ne vous connaît pas. Si on est nouveau dans un job, eh ben, les gens ne connaissent pas, donc on est de base, on ne connaît pas. Après, on passe à une étape d'un manager non respecté, parce qu'à nouveau, on a été accepté comme manager, mais pas forcément respecté. Là, quand on devient manager leader, ok, là, il y a la partie, on adhère à votre mentoring, on adhère à votre idée, à ce que vous nous dites, on adhère à ça. Après, on est vu plus comme un leader, d'accord? Et non plus comme un manager, on devient un leader respecté. Et une fois que le côté émotionnel, le côté cœur rentre en jeu dans vos relations avec vos équipes, on peut considérer que vous êtes un leader accompli. Je pense que certains d'entre vous ont vécu ça, des managers qui ont déjà, qu'ils considèrent comme respectés ou accomplis, ou un manager leader. Donc, ils voient un peu de quoi je parle. Jusqu'à aujourd'hui, voilà de quoi on parlait. On parlait de ça. Aujourd'hui, il y a de nouveaux qualificatifs pour les leaders.
On appelle les leaders déstressés, c'est-à-dire ce sont des leaders qui ont des réponses à tout, ce sont des leaders qui sont là pour vous accompagner. On les sent vraiment très forts. Et les leaders intuitifs, c'est plutôt ceux qui ont de l'intuition, donc qui voient l'avenir, ils voient comment on peut vous accompagner encore beaucoup plus loin. D'accord. Donc, je tenais à partager. On arrive bientôt à la... Je pense que j'ai dépassé d'au moins 30 minutes. Je suis désolé. Je vous avais promis au début un cadeau. Donc, le cadeau, le premier, c'est je suis prêt à vous offrir une enquête d'engagement. Vous l'avez vu au tout début où j'ai parlé de comment, quand on commence quand un client est décidé d'aller dans ce programme-là avec nous, on commence par une enquête qui est, comme je vous ai dit, anonyme. C'est-à-dire, on va envoyer un questionnaire par Internet. On a besoin juste des adresses e-mail des gens, mais quand on reçoit les réponses, on ne sait pas qui a répondu. On saura le nombre de réponses. S'il y a eu 10 personnes, si j'ai reçu que 8 réponses, eh ben, je sais qu'il y a 8 réponses et 2 n'ont pas répondu. Donc, je suis prêt à vous offrir à qui ça intéresse, que ça soit pour votre propre entreprise, parce que je ne sais pas parmi vous, il y a des chefs d'entreprise qui ça intéresse pour leur propre entreprise, savoir le niveau d'engagement de leurs collaborateurs, ou bien pour un de vos clients, si vous êtes vous-même, vous accompagnez des entreprises dans cette partie RH et que c'est un sujet qu'un de vos clients lui intéresse de connaître le niveau d'engagement. Donc, on peut vous offrir une enquête d'engagement anonyme en délivrant tout un rapport statistique complet sur les différentes étapes et bien sûr de faire avec vous un débriefing sur l'enquête. Donc, bien sûr, gratuitement. Pour votre info, quand on fait l'enquête d'engagement, on en a fait 3. Quand on accompagne un client, on l'a fait 3 fois. On l'a fait au tout début pour connaître le niveau. On l'a fait en mi-parcours, donc à la 6e ou 7e semaine du programme, et une à toute à la fin pour voir le résultat escompté, bien sûr. Sinon aussi, on va lancer une session en ligne d'une journée sur la planification trimestrielle. Vous vous souvenez qu'au tout début, je vous ai parlé que je suis aussi business coach. Et Claire, avec ces changements, peut-être avec aussi le fait de ce que vous avez entendu, ça vous a inspiré à de nouveaux objectifs. Et bien ça, c'est un outil très intéressant et très ludique et très facile à mettre en œuvre. Donc, c'est une session d'une journée avec une méthodologie et des outils qui va vous permettre de plus facilement planifier votre prochain trimestre. Là, ça y est, on est rentré en décembre, donc il faut penser au trimestre de janvier, février, mars. Donc, on pense le faire vers la mi-décembre, comme ça sera juste à temps. Pour vous-même et un de vos managers, si vous êtes chef d'entreprise, pour 2 personnes. Le prix en règle générale, c'est 2400 dirhams. Et aujourd'hui, on fait une offre spéciale aux adhérents du CDD à 720 dirhams. Donc, ça veut dire, si vous êtes 2 personnes de la même entreprise, pour vous deux, c'est de 720 dirhams. Je pense que, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça a été instructif, intéressant pour vous. Et je suis maintenant disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Riyad. Merci beaucoup pour la richesse de la présentation, pour les différents concepts que tu as partagés avec nous. C'est vrai, on n'a pas réussi, on n'a pas respecté notre engagement avec les participants parce qu'on leur a promis 45 minutes. Mais de toute façon, c'était riche en différents points. Personnellement, ce que je retiens cette question-là, raison et cœur dans une entreprise, parce que souvent, je ne sais pas, est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que les choses ont changé entre-temps?
Parce qu'on avait l'impression que dans une entreprise, c'est principalement la raison, c'est la structure, c'est les process. Mais aujourd'hui, pour faire attention à ce capital humain, il est important de faire attention à ce côté-là, relationnel, ce côté, ce que tu as appelé le cœur. Mais en fait, c'est pas le cœur, mais c'est l'aspect un petit peu plus soft, un petit peu plus communication, plus comment faire les choses. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, si on prend un exemple simple, le feedback. Le Oui. feedback. Les bonnes procédures, les bonnes règles, et qui devraient s'appliquer dans toutes les entreprises, qu'elles soient toutes petites, moyennes ou très grandes, c'est au moins une fois par trimestre s'asseoir avec son collaborateur et lui dire voilà ce que tu fais bien, voilà ce que tu devrais t'améliorer et voilà quel support je peux t'apporter. Bon, d'accord, c'est une procédure, c'est un process, d'accord. Mais souvent, les gens ne le font pas. Ouais, le feedback, Ah, il je est vais le faire important. trimestre prochain. Ouais. Mais moi, en tant que collaborateur, si tu me dis au départ, je vais te faire ça tous les trimestres, j'ai une Mmh. attente. Et si tu ne le fais pas, eh ben, je ne vais pas te dire pourquoi tu ne me l'as pas fait. Mais forcément, je vais plus, la confiance diminue, l'engagement forcément va avoir un impact, etc. Donc, c'est un peu de remettre ça sur place, qu'il faut se mettre à la place de nos collaborateurs et de les comprendre. Mmh. Bien C'est sûr. pas juste un employé parce que je te paye tant, je te donne un salaire, tu dois faire le boulot. Eh ben, il va te faire le boulot, il sera désengagé, il va faire juste ce que tu lui demandes de faire. Tu m'as engagé de lever le stylo et de le poser à droite, je vais le lever et le poser. Mais il ne va jamais se dire pourquoi je le lève et je le mets à droite. Pourquoi je ne le mettrai pas un peu plus loin? Pourquoi? Oui, j'ai 2 questions ici, Ariel, si tu Ouais. permets. La première, c'est concernant la culture ou l'aspect culturel, méditerranéen, marocain. Est-ce que ces aspects-là peuvent s'appliquer à un contexte où règne, une culture, entre guillemets, la le monsieur, il dit la culture marocaine. Est-ce que ce process peut s'appliquer, dans un environnement, notre environnement? Ça, c'est le premier point et deuxième point, comment mesurer concrètement l'impact d'une intervention, de votre intervention? Comment mesurer l'impact? Alors, pour la première question, il est clair, quand on fait ce programme-là, si je prends une petite entreprise, parce que c'est des programmes entre 6 et 12 participants. Après, on peut répéter avec, si c'est une grosse entreprise, on le fait avec une autre direction et tout. Mais imaginons qu'on ait une entreprise de 20 participants. Notre premier message avec qui on parle, c'est au directeur général. D'accord? Si c'est une petite structure. Et on dit au directeur, si tu voulais que ce programme marche, vous devez être présent aux 12 séances. Et votre position pendant la séance est la même chose que tous vos collaborateurs. Vous n'avez pas une position de directeur, c'est-à-dire l'exemple de quel acte de chaque semaine tu dois faire, la récompense, le partage d'histoire, toutes les clés que nous avons vues, eh ben, le directeur doit les appliquer, il doit montrer l'exemple, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Donc, c'est la première condition qu'on pose pour que le programme… Donc, moi, je l'ai fait pour des entreprises marocaines et c'est le premier message qu'on passe et on insiste là-dessus. On insiste vraiment, sinon ça ne marchera pas. Si le directeur, le patron de la structure ne donne pas l'exemple, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine d'essayer. Parce que c'est lui l'exemple, Oui, bien d'accord? sûr, bien sûr. Donc, Bah, ce n'est même pas la leader, peine. Donc, ça, on insiste. ouais. Maintenant, la deuxième question qui se rapporte comment on sait. Donc, avant de commencer le programme, parce que le programme, on l'adapte en suivant la structure de l'entreprise, l'industrie de l'entreprise, et on demande au chef d'entreprise quels étaient 3 indicateurs de performance qui va te montrer que ce programme marche. D'accord? On met des KPI, des ICP. On lui dit, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as envie? Moi, par exemple, l'école, l'exemple, c'était je veux avoir plus d'étudiants. Ça a été clair. C'était le nombre d'étudiants. Réduire un peu les coûts. Il avait donné. Donc, on a construit les questions, le programme et la première question
du premier jour autour de l'objectif final. D'accord? Je ne sais pas, c'est compris ou... Comme toi, pour toi, c'est compris? Oui, de toute façon, oui. D'accord. OK. J'espère avoir Euh, répondu à cette question. oui, oui, absolument. Bah, écoute, il y a pas mal de remerciements sur Zoom et sur Facebook. Il y a pas mal de personnes qui expriment leur gratitude et aussi ils ont trouvé, voilà, il y a ALCH. Ah, il y a une question, est-ce que la présentation peut être partagée? Ça, c'est Mohamed Mohim sur Facebook. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être partagé. Je vais peut-être pas lire deux, trois questions et je te laisse le temps de répondre, d'accord? Il y a D'accord. Ahmed Harrar qui demande, que pensez-vous du bonheurisme comme levier de l'engagement des collaborateurs? Ça veut dire le bien-être ou le bonheur au travail. Bah, aujourd'hui, on le sait, il y a plein de grandes entreprises, même les entreprises comme Google et co, ils ont ce qu'on appelle un CHO, je crois, un Chief Happiness Officer. Mhm. C'est une réalité, hein, c'est une réalité parce que euh, déjà, si on prend le bonheur au travail, si c'était ma génération, c'est une certaine conception. Maintenant, les milléniums ont une autre conception, d'accord? Mais c'est un élément très important. Et comment on le prend en compte, cet élément, de se dire, mais qu'est-ce que je souhaite pour que mes collaborateurs se sentent mieux dans leur environnement de travail, se sentent mieux, pour qu'ils soient plus engagés, plus performants, plus... Mais c'est en discutant avec eux, c'est en ayant des échanges, des propositions qui viennent de leur part et d'analyser. Mais c'est le happiness au boulot, c'est le bonheur au boulot est incontournable pour moi. Il est incontournable. Il faut que l'environnement, même une des personnes, là, Madame Hisnaoui ou quoi, avait écrit, quand j'ai dit qu'est-ce qui rend les jeux heureux, elle a dit un agréable environnement de travail et de respect. Quand on dit un agréable environnement de travail, c'est quoi? C'est qu'on revient au travail, on sait qu'on est respecté pour ce qu'on est respecté pour notre travail que l'on fournit. C'est le comportement. Il y a une des clés qui s'appelle c'est la même chose qu'avec une question qu'on fait, c'est la deuxième clé, vraiment la deuxième semaine, on la met en place, c'est le comportement. Alors, la question qu'on pose, quel comportement vous voulez adopter dans cette entreprise? Et la plupart disent une communication respectueuse, l'honnêteté, la transparence. Et après, la question qu'on leur pose, c'est, mais quelle est, quand tu dis mes valeurs, plutôt, ce n'est pas les comportements, les valeurs de communication respectueuse, etc. Mais quel comportement adopter par rapport à une valeur? C'est bien d'avoir des valeurs. Tout le monde, toutes les entreprises ont des valeurs, il faut les montrer. Mais chaque collaborateur, quel comportement il adopte vis-à-vis d'une valeur. Et donc, c'est un exercice qu'on leur fait aussi, qui se disent chaque semaine, ils viennent, ils disent oui, moi, voilà le comportement que j'ai eu avec telle personne, ou voilà ce que j'ai fait qui correspond à telle valeur, à telle valeur. Oui, effectivement, je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est ça le lien peut-être qui manque. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, du moins, ils arborent un certain nombre de valeurs, قيم. عندهم قيم qui communiquent, qui partagent, qui sont écrites quelque part. ولكن on ne le voit pas, on ne le sent pas. Parce qu'il y a peut-être ce lien qui manque. Comment expérimenter, comment manifester ces valeurs? Et c'est là ce dont tu parles. Donc, il y a القيم وكاين التفعيل ديال القيم. يعني كاين les principes, les valeurs et Ouais. le comportement pour vraiment manifester ça, vraiment, c'est un point très intéressant. Il y a une autre question. Là, il y a une intervention de Sahdad. Alors, excellente et brillante intervention. Un sujet qui nous préoccupe énormément car en moment de crise, on perd facilement le contrôle. Et le premier indicateur bas, c'est le collaborateur désengagé et l'ambiance de travail se détériore jour en Exact. jour le groupe. Donc, un tel programme est très intéressant. Sahdad, c'est Riyad, il propose une offre gratuite pour faire un diagnostic. Ça, je le Une répète, enquête, ouais.
J'ai une question, question, Riyad. Oui. Là, vous démarrez. Alors voilà, exactement. Par rapport à l'enquête, comment ça se passe par rapport à l'enquête? C'est vous qui faites l'enquête. Il y a, je veux dire, une société tierce qui le fait. Comment ça se passe réellement? L'enquête de satisfaction des employés. Alors, l'enquête, on va fournir chaque partie, ça veut dire le chef d'entreprise ou le directeur de service ou de division, peu importe la position de la personne, va me dire, bon, je veux faire cette enquête de satisfaction. Il me communique simplement les adresses e-mail des participants et ils recevront un lien Internet. Chaque participant recevra un lien Internet où ils vont rentrer, mais ils ne vont pas donner qui ils sont, ni leur nom, ni rien. Rien qu'ils répondent aux questions, c'est des questions de style QCM. Donc, il y a une question, comment tu te positionnes par rapport à telle chose et telle chose. Bien sûr, la dernière, il y a pas, c'est pas très long, il y a une dizaine de questions, pas plus. En Et à français, la en fin, arabe, est-ce qu'il y a la en possibilité de français, choisir l'arabe ou pas? non, pas pour le moment. Donc, c'est le français. Et aujourd'hui, Ouais. cette enquête-là, est-ce qu'elle est faite par vos soins, pour votre équipe, ou là par une société tierce? Alors, non, non, c'est par Engage Anglo OK. en Australie. En fait, Ah, ils très ont, bien. oui, oui, ils ont une, comment on appelle ça, Un centre d'appel ou là, une équipe dédiée non, pour ça. même pas. Ils ont une tu sais, c'est comme quand tu fais euh, des, des enquêtes sur des profils de personnalité, hein. Ben, tu as un questionnaire et après, en fonction de tes réponses, il y a une moulinette qui va générer automatiquement un rapport et des commentaires. D'accord? D'accord, excellent. Mais J'ai deux autres après, c'est questions. vrai. Oui. Des autres questions. Désolé, Riyad. Alors, oui, j'ai sur Facebook, alors ALCH. Alors, il dit, il y a deux questions en fait. Il y a ALCH, comment procéder dans le cas d'une entreprise, par exemple, de confection textile avec un patron et 200 ouvriers? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est toujours ALCH. Il se pose, bah, écoutez, changer une entreprise sur le plan soft en cœur sur 12 semaines, c'est pas un petit peu trop? J'aime bien Alors oui, c'est vrai, peut-être, il a raison. Il a raison. Euh, En fait, c'est 12 semaines, mais c'est seulement une heure et demie, une seule séance par semaine sur une heure et demie. En fait, c'est hyper court parce qu'on ne peut pas aller dans une entreprise et dire vous allez avoir une formation de 12 semaines tous les jours. C'est impossible. Donc, ce programme a été construit. On occupe les personnes juste entre une heure. Allez, les premières séances, avec mon expérience que j'ai eue, les premières séances, la première, elle peut aller jusqu'à 2 heures. Après les suivantes, jusqu'à la cinquième semaine, elles vont jusqu'à 1h30. Mais à partir de sixième, septième semaine, ils ont tellement pris l'habitude de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent répondre, etc. Ça se fait allez, en 1 heure, 1h15 maximum. Donc, on ne mobilise les personnes de l'entreprise que pendant 1h30 par semaine, sur 12 semaines. Mais par contre, en revanche, ils ont des actions à mener pendant la semaine. bien, excellent. D'accord. Et maintenant, l'autre question, c'était sur une société de 200 personnes. 200, oui, J'ai dit que oui. ce Textile, programme, en textile, hein. mais peu importe, l'industrie n'a pas d'importance. Les clients qu'on accompagne, ils peuvent être dans le monde de l'éducation, mais ils peuvent dans le monde de la santé, ils peuvent dans le monde de… Là, ouais, je pense, Riyad, je pense la question du monsieur, c'est par rapport au nombre, parce que 200 personnes, je pense que sa question, c'est beaucoup Oui. plus au niveau de logistique. Comment vous pensez mener ça? Bah, j'imagine si Non, d'une façon mais hiérarchique, on tu ne va m'as pas démarrer laissé par… terminer. J'ai dit à un moment donné que ce programme d'accompagnement, c'est entre 6 et 12 participants. On ne peut pas avoir 20, 30, c'est entre 6 et 12. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Une entreprise, généralement, elles sont hiérarchiques. D'accord? Si on prend cette société de textile, il va y avoir le directeur général, le directeur financier, le directeur, je ne sais pas moi, commercial et des chefs d'équipe. D'accord? Peut-être parce que dans le textile, on va travailler sur différentes machines. Quoi, il y a des chefs d'équipe. Donc, avec les différents chefs d'équipe, on peut aller jusqu'à le directeur général avec ses 11 direct reports. D'accord?
Après, ensuite, une fois qu'on a fait le programme avec la première équipe, rien n'empêche qu'un des directeurs décide de refaire le même programme pour ses team leaders, par exemple. Il peut avoir des 6 ou 7 team leaders, il va se dire, moi, ce programme, je vais le remettre, etc. Donc, on peut redescendre après, ce même programme sur 12 semaines, redescend sur toute l'organisation. Il y a aussi, j'ai aussi dans notre portfolio, mais ça se passe sur une journée où on peut rassembler, oui, jusqu'à je crois, 100 personnes. Mais c'est une seule journée, c'est un peu où on va voir quelques clés, ça va créer de l'engagement et de la motivation. D'accord. Mais le programme qui a le plus d'impact, c'est le programme sur 12 semaines, qui a un impact vraiment à long terme. Mais Voilà, je peux m'asseoir avec cette il y a personne. une autre question. Riyad, il y a une question ici. Alors, ALCH, l'effectif aussi, ça veut dire c'est important, l'effectif de 100 personnes, mais aussi le niveau d'instruction. Est-ce que le niveau d'instruction, est-ce qu'il impacte la démarche ou pas? Je ne sais pas ce qu'on veut dire par niveau d'instruction. Si c'est des analphabètes, oui. واش الناس قاريين بزاف الناس في التكستيل الناس sont Là, des là, là, ouvriers sont là, 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 effectivement là, voilà c'est là. clair la question. Non, 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 mais je veux dire, non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu n'as pas besoin d'être un bac plus 5 pour ce programme. Hein. Ça s'adresse. Excellent, super. Non, non, clair. Excellent. Donc, moi, je suis en train de revoir s'il y a d'autres commentaires par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont intéressées comment dirais-je, par l'enquête. De toute Oui. façon, j'ai récupéré leur adresse email, je vais la partager avec toi. Il y a Abdelghani El-Gharras, si j'espère que je n'écorche pas le nom. Il y a ALCH, j'ai le coordonnées et j'ai aussi Mourad Mouzetni. Voilà, donc sur tes plus proches, voilà, il y a aussi une demande, peut-être, il y a une intervention de Mounia, Madame Mounia, moyen de travail, plus respect, plus motivation, plus encouragement et récompense des collaborateurs, égale clé de bonheur, plus d'engagement et de productivité et performance des collaborateurs. Bon, je crois qu'il a essayé de résumer un petit peu un certain nombre de concepts. Okay, Elle a tout dit. elle te dit exactement. De toute façon, moi, personnellement, ce que Je la remercie. je retiens le système d'activation collective, je retiens que c'est un programme qui est collectif, parce que c'est ça le but, c'est pas de prendre des personnes une à une, mais de créer une équipe performante à travers un programme de courte durée. C'est le niveau d'instruction n'est pas important, le nombre d'effectifs n'est pas, je dirais, n'est pas important, dans le niveau de l'exécution, parce que de toute façon, vous avez différents aspects pour exécuter ce programme-là, de façon soit par unité, soit par groupe, et de toute façon, vous avez le moyen de le faire. Quoi d'autre? Oui, il y a aussi notre ami Sihdad de Monsieur Klim, qui est aussi intéressé par l'enquête. Très bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a un mot pour la fin, ou avant la fin plutôt. Oui, j'aurais un dernier mot, c'est de dire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en chacun d'entre nous, chaque personne que nous sommes, on a des capacités de leader. On a l'impression que le mot leadership aujourd'hui, c'est Bill Gates, c'est je ne sais pas quoi et tout. Non, on a tous. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher chez nos collaborateurs. Comment développer leur leadership? Comment leur faire prendre conscience pour qu'ils puissent plus s'engager et collaborer? D'accord? Donc, je sais le mot de la fin. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci aussi d'avoir été patient avec moi. J'ai vraiment débordé de beaucoup. Et j'ai trouvé vraiment vos questions très, très intéressantes. Et je pense que vous avez mes contacts. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, oui, Facebook et LinkedIn. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vais déjà, Kautar va partager avec moi les gens qui sont intéressés par l'enquête. S'il y a d'autres gens qui sont intéressés par la planification trimestrielle, vraiment, je vous invite. C'est un bon outil que vous pourrez après redonner à vos équipes. C'est aussi une habitude. L'habitude de créer
la planification trimestrielle. Pourquoi on ne l'a pas appelé la planification annuelle? On l'a appelé trimestrielle parce que chaque trimestre, on a tendance à… Les bonnes pratiques, c'est ça. On a tendance à se dire, OK, c'est le trimestre prochain, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais on ne met pas de plan écrit. C'est tout dans la tête. Et en fait, après, on part à droite et à gauche. Mais dès qu'on prend l'habitude de faire des plans écrits et une méthodologie comment le faire, eh ben, on va rester focus parce que notre objectif, ce trimestre, je dois réaliser telle étape pour arriver à l'étape suivante, etc. Donc, c'est aussi une forme d'habitude, apprendre des bonnes habitudes à prendre. Excellent. Merci beaucoup, Riyad. Donc, je Oh, résume. merci. Le système, c'est le système d'activation collectif. Ouais. Bon, c'est un ensemble de 12 clés d'activation de la motivation, de l'engagement des employés. Le programme, c'est un programme de développement de l'équipe. Bien sûr, il se base sur les individus, mais c'est un programme qui est orienté équipe. Aujourd'hui, comme offre que tu fais, c'est une enquête de satisfaction, enquête d'engagement des personnes, des employés, gracieusement offerte pour les adhérents du club. Et aussi, tu proposes aussi une journée, peut-être une journée pour une journée de planification. Comme on est sur la fin de l'année, on démarre l'année 2021. Il est impératif, important d'identifier ses objectifs, d'identifier comment y arriver, comment les planifier. Peut-être le plus important, ce n'est pas pour soi-même, quoique définir ses propres objectifs, c'est important, mais le plus important quand on est dans une équipe, encore une fois, et pour assurer cet engagement, il serait intéressant de travailler cette planification et la partager avec l'équipe. Tout à l'heure, il y avait un commentaire sur Facebook qui le disait. Il disait que une façon d'engager les employés, d'engager les collaborateurs, c'est leur donner du sens. Une façon de leur donner du sens, c'est de partager les objectifs et en même temps de planifier ces objectifs sur les 12 semaines, ça veut dire les 3 mois, pour les exécuter. Sur ce, je C'est les remercie. responsabilités. Mais juste un dernier mot sur ce sujet, Ouais. Kautar. C'est pour ça que j'ai rajouté en bas pour vous-même et un de vos managers. Excellent. Excellent. Voilà, c'est C'est ça. pour ça que je l'ai rajouté. C'est dans D'accord. cette optique. OK, parfait, excellent. D'accord. Donc, Voilà. l'idée, ça veut dire une société peuvent participer deux personnes de la même société. C'est ça Pour l'idée. 720 dirhams. Pour 720 dirhams, pour préparer leur plan d'action. Génial. Écoutez, je tiens à remercier tous les participants. Je tiens vraiment à remercier tous les participants qui étaient présents avec nous, celles qui ont posé les questions, celles qui ont enrichi le débat avec leurs commentaires, leurs suggestions, leurs questions aussi. Je suis certain qu'on part de ce séminaire-là avec des idées, avec de nouvelles idées, aussi pour les personnes qui ont choisi de passer le pas, de franchir le pas et de faire un survey, une enquête. Je crois qu'ils vont apprendre un certain nombre de choses par rapport à leurs collaborateurs. Et merci beaucoup. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.